Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 19 septembre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit encore des messages de félicitations suite à sa réélection pour un second mandat, émanant notamment de ses homologues américains, ougandais et allemands, mais aussi du Premier ministre britannique et indien. Abdelmadjid Tebboune préside une réunion préparatoire consacrée aux grandes orientations relatives au projet de loi de finances 2025. L'entité sioniste fait de nouvelles victimes dans la bande de Gaza au lendemain de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies du projet de résolution exigeant à l'entité sioniste de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens occupés dans un délai de 12 mois. Situation extrêmement tendue au Liban. Au moins 37 personnes sont mortes et près de 3000 autres ont été blessées à la suite de l'explosion d'équipements de communication. Le Hezbollah a réagi, soulignant que l'entité sioniste a franchi une ligne rouge. Et puis la France, toujours sans gouvernement. L'ancien président français François Hollande sort de son silence en fustigeant Emmanuel Macron. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune continue de recevoir les messages de félicitations suite à sa réélection pour un second mandat. Aujourd'hui, c'était au tour du président américain Joe Biden de le féliciter à travers un message dans lequel il a rappelé la coopération entre les deux pays au cours du premier mandat de son homologue algérien en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et la violence en faveur du règlement des conflits régionaux, y compris par l'apaisement à travers les actions au Conseil de sécurité. Joe Biden a en outre indiqué au président algérien Abdelmadjid Tebboune qu'il souhaitait bâtir des relations profondes en matière de commerce et d'investissement à travers l'intensification des échanges entre les deux peuples et œuvrer pour des progrès tangibles dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a adressé également un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un second mandat dans lequel il a affirmé que cette victoire traduisait la confiance du peuple algérien placé en sa personne. Le président ougandais a également exprimé sa volonté de travailler à l'avenir avec le président algérien pour développer et élargir les domaines de coopération entre les deux peuples. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a aussi félicité le président algérien Abdelmadjid Tebboune suite à sa réélection, lui souhaitant plein succès dans la mise en œuvre du plan de réforme qu'il a initié pour répondre aux aspirations du peuple algérien. Le président allemand a exprimé dans son message la volonté de son pays de continuer à développer les relations bilatérales dans des domaines cruciaux de coopération tels que les énergies renouvelables, le projet de corridor sud pour la production de l'hydrogène vert, évoquant aussi d'autres questions régionales. Par ailleurs, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de félicitations de la part du Premier ministre britannique Keir Starmer, dans lequel il a affirmé que le Royaume-Uni et l'Algérie entretenaient des relations basées sur des priorités communes appelées à devenir plus étroites, notamment s'agissant de la coopération économique à travers le renforcement des investissements directs étrangers et le développement des échanges commerciaux. Le Premier ministre britannique a notamment indiqué apprécier l'expérience de l'Algérie en matière de préservation de la paix et de la sécurité au Sahel.
Et à son tour, le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, affirmant que son pays accordait une grande importance à l'élargissement et à l'approfondissement de la coopération avec l'Algérie, soulignant la solidité des relations d'amitié traditionnelles entre l'Inde et l'Algérie, fondées sur la confiance mutuelle, la volonté sincère et l'échange de vues sur des questions régionales et internationales. Je vous en parlais également en titre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi une réunion préparatoire consacrée aux grandes orientations relatives au projet de loi de finances 2025 devant être au diapason des décisions économiques et sociales pour lesquelles s'est engagé le président algérien lors de sa campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre. Et on reste en Algérie pour parler coopération. Le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu ce jeudi à Alger le président du conseil d'administration de la société qatari Baladna, Mohamed Moataz Al-Khayyat, avec lequel il a évoqué le projet de réalisation d'une usine de production de lait infantile, lui exprimant la disponibilité du secteur à accompagner le projet. Ce projet sera inclus dans la liste des partenariats solides entre les deux pays frères, le Qatar et l'Algérie. Ce projet est une consécration des efforts des autres autorités des deux pays dans le développement de divers secteurs, en favorisant le principe de partenariat fructueux. Le projet de la société qatari, en partenariat avec le Fonds national d'investissement, consiste à mettre en place un système intégré de production pour la culture des fourrages et des céréales, et en particulier la production de lait et de viande bovine, au coût de 3,5 milliards de dollars sur une zone géographique de 117 hectares. Allez, restez avec nous pour la suite de ce 19h. On revient juste après ceci. Je vous en parlais en titre, 349e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi. Le dernier bilan des victimes fait état de plus de 41 270 martyrs et plus de 95 500 blessés. Et cette journée a été particulièrement meurtrière au sud de la bande de Gaza. Des bombardements des forces de l'occupation sioniste ont fait une dizaine de martyrs et plusieurs blessés, notamment à Khan Younes et à Rafah. Le point de la situation avec Souhila Kilal. Dans la morgue de l'hôpital Al-Nasser de Khan Younes, Mohamed fait ses adieux aux membres de sa famille, décimés dans une frappe sioniste. La gorge nouée, ce père de famille s'attarde sur les dépouilles ensanglantées de ses 3 enfants, dont le plus jeune est âgé à peine d'1 an et demi. Sorti au moment des faits, Mohamed tente de réaliser le drame qui vient de s'abattre sur lui. Il ne reste plus personne de ma famille. C'était des innocents. L'aîné de mes enfants, c'est Mira, 8 ans. Et le plus jeune avait 1 an et demi. Quand il fait, je suis sorti chercher à manger. Je voulais leur faire plaisir. Le corps de son plus jeune enfant dans les bras, Mohamed s'avance les larmes aux yeux. En plus de ses 3 enfants, il a également perdu sa femme, sa mère, son frère et sa sœur dans la même frappe sioniste sur Khan Younes. Toujours à l'hôpital Al-Nasser, d'autres familles faisaient leurs adieux à leurs proches. 3 martyrs tués dans une énième frappe sioniste sur Rafah. Il ne reste plus personne de ma famille. Je remercie Dieu pour tout. Je suis seul désormais. C'est la tyrannie sioniste, tyrannie que personne ne peut arrêter. Que Dieu accorde à nos martyrs sa miséricorde.
Nous sommes 8 filles et notre père était notre seul soutien dans cette vie. Et maintenant qu'il est mort, nous n'avons plus que Dieu. Qu'avons-nous gagné dans cette guerre? Mon père est mort et nous n'avons plus rien. Ce jeudi, l'hôpital Al-Nasser a vu partir le cortège funèbre de 10 martyrs palestiniens massacrés par la machine de guerre sioniste. Des scènes tragiques qui se répètent quotidiennement depuis bientôt une année. Des Palestiniens qui n'ont plus que les larmes comme l'eau de consolation. Et en Cisjordanie occupée, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4 autres ont été blessés par des tirs des forces de l'occupation sioniste lors d'un raid sur la ville de Kabatia. Cette agression fait suite à une série de raids menés par les forces sionistes dans différents gouvernorats de Cisjordanie. Les forces de l'occupation sioniste qui ont arrêté dans la nuit d'hier au moins 35 Palestiniens, dont une femme, un journaliste, un patient cancéreux et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, selon un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Une nouvelle victoire historique pour la question palestinienne et la justice internationale. L'adoption hier par l'Assemblée générale des Nations unies du projet de résolution exigeant à l'entité sioniste de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens occupés dans un délai de 12 mois a été saluée de toutes parts. Asma Laïd revient sur les principales réactions. We shall now begin the voting process. Une énième et grande victoire diplomatique pour la Palestine. Le projet de résolution présenté par l'État de Palestine exigeant à l'entité sioniste de mettre fin à l'occupation des terres palestiniennes dans un délai de 12 mois a été adopté hier par une écrasante majorité par l'Assemblée générale des Nations unies. Une résolution qui a fait réagir plus d'un. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est félicité de l'adoption du projet, soulignant que le vote des 2 tiers des membres de l'Assemblée générale est la preuve d'un consensus international sur la justice de la cause palestinienne. Le vote des 2 tiers des membres de l'Assemblée générale est la preuve d'un consensus international sur la justesse de la cause palestinienne et une victoire pour le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant. Même chose pour le mouvement de libération nationale palestinien Fath, qui s'est également félicité de l'adoption du projet de résolution. Le mouvement a appelé la communauté internationale à prendre les mesures efficaces pour contraindre l'occupant sioniste à se conformer à la légalité internationale et à respecter les droits du peuple palestinien, en particulier son droit à l'autodétermination, comme les autres peuples. Pour sa part, le mouvement de résistance palestinienne Hamas a estimé que le vote de l'Assemblée générale sur le projet de résolution soumis par la Palestine était l'un des aboutissements les plus importants de l'opération déluge d'Al-Aqsa. De son côté, le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell, a reconnu la grande importance de l'adoption de cette résolution. Avec le vote de 124 pays, l'Assemblée générale des Nations unies a fermement affirmé son engagement à accorder au peuple palestinien le droit à l'autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour sa part, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a souligné la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités dans la mise en œuvre de cette résolution. Les mesures prises par les forces d'occupation sionistes, y compris l'expansion des colonies et le changement géographique, sont considérées comme illégales et ne reçoivent aucune reconnaissance au niveau régional ou international.
Par ailleurs, l'Organisation de la coopération islamique a salué l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution historique confirmant l'avis consultatif de la Cour internationale de justice concernant l'illégalité de l'occupation sioniste des territoires palestiniens. Adopted. Et alors que l'Assemblée générale des Nations unies a réclamé la fin de l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sioniste dans les 12 mois, les Palestiniens ont réagi, se demandant si la décision sera mise en œuvre. C'est la preuve de l'importance de la cause palestinienne au sein de la communauté internationale et de la reconnaissance des droits des Palestiniens sur la scène mondiale. C'est une victoire pour la diplomatie et la politique palestinienne à tous les niveaux. Cependant, la question clé est maintenant de savoir si la décision sera mise en œuvre. Les États-Unis sont-ils déterminés à faire appliquer cette décision ou sera-t-elle comme les résolutions précédentes, telles que la résolution 181 et d'autres, qui n'ont jamais été mises en œuvre? C'est une grande réussite pour le peuple palestinien de mettre fin à l'occupation, parce que le peuple palestinien a souffert et souffre encore de la barbarie de l'occupation. Cette décision est basée sur le droit au retour des réfugiés à la libération des prisonniers, ainsi que sur la fin du mur et des colonies. Cela sera-t-il mis en œuvre ou non? Le peuple palestinien a-t-il encore de l'espoir dans les Nations Unies et ses décisions? Malheureusement, si l'on se réfère à l'expérience acquise depuis 1948 et 1967 et à toutes les étapes que la question palestinienne a traversées, les Nations Unies n'ont rien fourni au peuple palestinien d'efficace qui puisse contribuer à alléger ses souffrances, à tout le moins. Et dans ce même contexte, un comité de l'ONU a déclaré ce jeudi que l'entité sioniste avait commis des violations graves d'un traité international protégeant les droits des enfants, affirmant que ces attaques massives à Gaza étaient les pires violations de l'histoire récente. Parmi les personnes mortes en martyrs à Gaza, au moins 11 355 sont des enfants, selon les autorités palestiniennes, et des milliers d'autres ont été blessés. Aux États-Unis, de nombreux manifestants ont exprimé leur colère, notamment à Brooklyn, dans l'État de New York, contre des usines américaines qui produisent des drones et des technologies militaires utilisées par l'entité sioniste dans son agression continue contre le peuple palestinien. Et toujours dans ce même dossier, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé ce jeudi à la désescalade au Moyen-Orient dans une déclaration prononcée aux côtés du président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Madrid. Aujourd'hui, le risque d'escalade s'accroît de nouveau de manière dangereuse, comme le président Abbas et moi-même l'avons dit au Liban. Aussi, devons-nous lancer un nouvel appel ferme à la retenue, à la désescalade, à la coexistence pacifique entre les pays, bref, à la paix. En définitive, à la paz. Allez, restez avec nous, nous allons retrouver tout de suite nos invités du jour. Et nous n'avons pas un, mais deux invités ce soir. Il s'agit de Maître Gilles Devers, avocat en charge du dossier palestinien auprès de la CPI, ainsi que Selman El-Harfi, ancien ambassadeur de la Palestine en France. Messieurs, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Nous allons commencer par la première question et j'aimerais vous faire réagir par rapport à l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies réclamant la fin de l'occupation des territoires palestiniens dans un délai de 12 mois. Peut-on la qualifier ainsi historique donc, et pourquoi tout d'abord Selman Al-Harfi? On va commencer plutôt par M. Gilles Devers. Maître, qu'en pensez-vous? Écoutez, sur le plan de la vie interne de l'Assemblée générale de l'ONU, on peut effectivement parler d'une décision qui est historique, vu qu'elle marque une étape très importante par son contenu et par le nombre de votants, et notamment le nombre de votants qui ont fait évoluer leur vote ces derniers temps. C'est-à-dire que ce soir, ce qu'on salue, c'est une victoire du peuple palestinien, c'est une victoire de la résistance, et on peut constater, qu'on n'est pas non plus totalement naïf, que si la question avait été posée il y a un an, le résultat aurait été très différent. Donc c'est bien le spectacle de cette violence sans limite, sans contrôle. C'est cela qui a fait, selon vous, pencher le vote en faveur de cette résolution? Mais sur le fond, les États ont tous les éléments pour apprécier qu'effectivement, sont des territoires occupés et que quand il y a une occupation, il faut que l'occupant y déguerpisse. Bon, mais pour arriver à les faire bouger, pour arriver à les faire sortir de la torpeur face au poids des États-Unis qui passent leur temps à faire le chantage dès que vous preniez prise de position dans un sens ou dans l'autre, voir ce vote avec un grand nombre de pays européens qui ont voté, moi je dis qu'on est en train de passer une étape. C'est-à-dire que, en fait, le vote, il est historique, mais c'est surtout le mouvement qui est historique. C'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe, il y a eu 3 ordonnances sur le génocide qui étaient favorables. Il y a eu ensuite un avis de la CIJ. Il y a ensuite les mandats d'arrêt de la CPI. Il y a maintenant ce vote de l'Assemblée générale. Donc, qu'est-ce qu'on salue aujourd'hui? On salue le grand retour du peuple palestinien dans le droit international, et à partir du moment où ce peuple se saisit du droit international avec tous les principes qui sont ceux de tous les peuples, eh bien de l'autre côté c'est recul, 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 vu que toute la théorie israélienne repose sur le fantasme que le territoire palestinien n'a pas de territoire, n'a pas de statut juridique compréhensible, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, et donc vu que c'est un territoire dont le statut n'est pas bien clair, on ne peut pas lui appliquer le droit international. Voilà et qui est d'ailleurs une condition cruciale pour la solution à 2 États, Maître Gilles Devers. Ah, mais il n'y a aucun doute. Oui, bien sûr, il faut dire que de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute sur le fait que la terre, elle est palestinienne. Et il faut encore rappeler une fois de plus que la Palestine, elle existait avant Israël. Entre 1921 et 1947 et 49, la Palestine était un État qui délivrait les cartes d'identité, délivrait les passeports, signait des actes internationaux, bénéficiait d'une juridiction interne. Et quand on lui disait qu'on était britannique parce qu'on était né sous le mandat, il disait pas du tout, le mandat c'est juste d'administration, il y a un peuple palestinien, il y a un État. Et quand l'État est créé, non pas par l'ONU, comme je l'entends toujours, mais qu'il est créé par un acte volontaire du groupe de dirigeants sionistes réunis autour de Ben Gourion, c'est cet acte qui déclare l'État d'Israël, immédiatement retenu par les États-Unis et quelques heures après par l'Union soviétique, et boum, tous les gens qui voulaient créer cette structure pour contrôler et diviser les peuples arabes s'enchaînent là-dedans. Mais ensuite, on tombe tout de suite sur une question qui est technique mais qui est passionnante, qui est de dire, mais vous avez créé un État, admettons, mais comment vous faites? Vous n'avez pas ratifié de traité, comment vous allez faire pour envoyer une enveloppe, comment vous allez faire pour téléphoner, pour recevoir un mandat? Et on a la réponse officielle du nouvel État d'Israël donnée à l'ONU, qui est de dire, écoutez-moi bien, je n'ai pas besoin de ratifier de nouveaux traités parce que je suis le continuateur des traités qui avaient été signés par l'État de Palestine sur mon nouveau territoire. Donc en fait, tous les droits que je récupère, ils viennent de l'État de Palestine. Et puis là, derrière, vous rajoutez 40 ans de propagande et on arrive à la logique qui est de dire que c'est Israël qui a tout, qui peut-être peut en rétrocéder à la Palestine. C'était une monstruosité juridique, elle est en train d'être effacée et vraiment, il faut se féliciter.
Très bien. Permettez-moi, Maître Gilles Devers, de revenir sur le projet de résolution soumis par l'État de Palestine, réclamant, je le rappelle, à l'entité sioniste de mettre fin à son occupation des terres palestiniennes dans un délai de 12 mois. Comment contraindre aujourd'hui les responsables des crimes commis sur les terres occupées de respecter cette résolution, Maître Gilles Devers? Je pense qu'on ne sera pas surpris qu'il y ait eu de la part israélienne un haussement d'épaule et en disant que tout ça ne valait rien du tout. Bon, donc ça ne va pas venir d'Israël. La question, c'est de voir maintenant, compte tenu de ce qu'est le rapport de force aujourd'hui, de ce qu'est la convergence de la Cour internationale de justice, de la CPI, de l'Assemblée générale de l'ONU, que finalement tout tient sur un artifice. Cet artifice, c'est le droit de veto des États-Unis au Conseil de sécurité. Donc ce petit peuple, c'est un peuple qu'on aime bien, on est passionné de tout ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est un petit peuple de 300 millions d'habitants qui veut dicter sa loi au monde entier. Oui. Et donc on est dans un abus de droit, mais complètement caractérisé. Et donc je pense que si on veut avancer, il faut qu'il y ait un large mouvement de congruence entre tous les États qui sont porteurs. Évidemment que des pays comme l'Algérie ont toujours été en première ligne là-dessus, mais d'autres États, on voit que maintenant, même en Europe, il y en a qui disent mais c'est plus possible de continuer sur ce régime-là. Ils voient qu'on est en train de leur dire mais alors vous avez le double discours parce que vous en êtes là sur la Palestine et vous en êtes où sur la Crimée et ainsi de suite. Donc si rien n'est fait, rien ne se passera, mais l'Assemblée générale donne un principe qui correspond à ce qu'a jugé la Cour internationale de justice. Et maintenant, il faut un ensemble de mesures concrètes pour le mettre en œuvre. Pour dire les choses simples, la Cour internationale, elle a dit fin de cette occupation illégale immédiatement. Donc la solution, c'est très très compliqué. Oui. Non, c'est très simple la solution. Il y a 600 000 valises qui sont à faire. Et puis c'est ça la solution qui est trouvée. Vous comprenez, c'est compliqué si on veut maintenir la colonisation, mais cette colonisation, elle est totalement illégale. Alors nous allons prendre l'avis à présent de Selman Harfi. Selman Harfi, comment contraindre l'occupant aujourd'hui à respecter cette résolution votée à l'Assemblée générale des Nations unies? Bonsoir à vous et à tous téléspectateurs, ainsi au maître Gilles Devers, qui est le grand ami du peuple palestinien. Tout d'abord, l'opinion juridique de la Cour internationale de justice était très claire et l'Assemblée générale des Nations unies elle a adopté une résolution pour la première fois. C'était un moment historique que l'État de Palestine qui a présenté cette proposition, appuyée par tous les amis, tous les frères dans l'Assemblée générale, et ils ont eu la majorité de vote, de 124 contre 14 voix. Et ça, c'était un moment historique. Alors, comment contraindre Israël d'exécuter cette résolution? C'est d'abord la volonté de la communauté internationale, la volonté du Conseil de sécurité, et de faire pression sur les États-Unis qui a toujours bloquer toutes les résolutions concernant la question de Palestine et protéger les criminels de guerre du gouvernement israélien et de l'armée israélienne. Et c'était souvent la politique de deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de la Palestine, les États-Unis utilisent tout de suite le veto. Selman Harfi, donc selon vous, la balle est plus dans le camp américain que celui de l'occupant sioniste? Il y a aussi l'involonté de la communauté internationale aussi, parce que quand ils ont envahi l'Irak, il n'y avait pas une résolution du Conseil de sécurité. Quand ils ont la position de l'Occident, de l'OTAN à propos de la Crimée, à propos de la Russie, il n'y avait pas de résolution du Conseil de sécurité. Mais si l'Europe et l'opinion publique internationale fait pression sur les États-Unis seront obligés d'obéir cette option de mettre fin à l'occupation israélienne, qui est commettre chaque jour des crimes de guerre qui étaient reconnus par la Cour de justice internationale, aussi bien
de la Cour criminelle internationale qui a condamné M. Netanyahu et son ministre de la Défense et ses officiers qui commettent des crimes de guerre contre le peuple palestinien et de mettre fin à l'occupation illégale de la territoire palestinien occupé depuis le 4 juin 1967. Et ça dépend de pression internationale et nous faisons appel à toutes les nations qui ont voté de faire plus de pression sur les États-Unis et en particulier nous faisons appel à nos frères arabes aussi d'utiliser leurs moyens et leurs ressources pour faire obliger les États-Unis de s'aligner au droit international parce qu'Israël viole le droit international. Ainsi, le soutien des États-Unis, c'est une violation du droit international et c'est une aide à Israël de commettre plus de crimes de guerre contre le peuple palestinien. Très bien. Restez avec nous, Selman El-Harfi. Nous allons nous retourner vers Maître Gilles Devers. Alors, Maître Gilles Devers, entre les textes votés et adoptés et la réalité du terrain, il y a un fossé immense qui finalement neutralise tous les efforts de paix en leur qualité ou statut non contraignant, Maître Gilles Devers. Écoutez, vous faites là une photo, mais on assiste actuellement à un film, c'est-à-dire que les choses sont évolutives. Et un vote de cette importance, il crée du droit international. C'est-à-dire que si je vais devant un tribunal en France, sur la question des produits, par exemple, si j'y vais il y a un an, la question palestinienne n'intéresse plus personne, il n'y a pas ces résolutions, il n'y a pas les décisions de la Cour internationale de justice. Là maintenant, j'arrive chez le juge français avec tout un corps de principes que le juge est tenu d'appliquer. Donc, je crois que la grande bataille qui va s'ouvrir maintenant sur ce plan de l'exécution, c'est celle des produits et c'est celle des entreprises qui sont présentes. On peut dire clairement que toutes les entreprises qui sont présentes sur l'ensemble des territoires occupés et qui participent d'une manière quelconque à la colonisation sont dans l'illégalité flagrante et sont complices des crimes qui sont commis, à savoir le principal qui est le crime de la colonisation. Les produits qui viennent des colonies ne peuvent venir que sous l'autorisation palestinienne et à condition d'être vraiment cultivés par les Palestiniens. Donc, c'est le meilleur moyen selon vous, de contraindre notamment les membres de l'Union européenne de respecter cette solution aux côtés des États-Unis? Le meilleur, il y a beaucoup de choses à faire, mais celui-là est assez efficace et on peut le mettre en œuvre dès maintenant. C'est ça l'intérêt. Le débat juridique a été déblayé. Vous comprenez bien que si je vais demander devant un juge pour la sortie du marché de Rungis en disant ces poivrons viennent des colonies, il me dit qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi je dis tu ne sais pas, tiens voilà, je te donne l'arrêt de la Cour internationale de justice, je te donne les avis de ceci, je te donne l'Assemblée générale et puis maintenant tu comprends, c'est-à-dire que c'est plus ma plaidoirie qui compte. On a fait passer une plaidoirie dans ce qui est la réalité juridique. Donc effectivement, le moyen le plus clair, c'est d'attaquer systématiquement les produits qui viennent des colonies et les entreprises européennes qui, même avec des petits montages, travaillent dans les colonies et participent à la colonisation. Il faut les frapper fermement, mais nous on le fait avec les armes du droit, c'est pas des bombes, c'est sur le plan civil, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils remboursent. Sur le plan civil, il faut interdire cela, il faut bloquer des produits, il faut bloquer des avions, il faut bloquer des cargaisons, et sur le plan pénal, pour ceux qui sont trop têtus, on leur déposera plainte, soit devant la juridiction française, soit devant la juridiction allemande, soit devant même la CPI, vu que la CPI, elle est tout à fait compétente sur cette question. Mais le but profond, c'est d'acquérir un territoire qui ne m'appartient pas parce que j'en ai besoin pour mes équilibres économiques, et ça, c'est inacceptable. Donc maintenant, au lieu de dire Palestiniens terroristes, on commence à changer le discours pour dire les Palestiniens ont le discours de la paix, parce qu'ils disent chacun dans ses frontières et ficher la paix aux autres. Et sanctionner les entreprises européennes activant dans les territoires occupés, comme c'est le cas au Sahara occidental. Et vous connaissez bien le sujet, Maître Gilles Devers. J'aimerais justement faire réagir là-dessus Selman El-Harfi. Que pensez-vous de ce que vient de dire Gilles Devers à propos de sanctions contre les entreprises activant dans les territoires occupés,
Cela peut-il vraiment faire respecter cette résolution? Tout à fait, je suis d'accord avec Maître Gilles de Verne qui, correctement, c'est que sans imposer des sanctions contre les produits du colonie, aussi bien sur certaines activités d'Israël, comme l'armement d'Israël qui est utilisé dans le territoire occupé, dans tous les domaines d'éducation, de sport, d'armement, d'économie, d'agriculture, toutes les d'imposer des sanctions réelles et claires, comme ils étaient le cas de sanctions contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud dans le temps, et aussi que maintenant que Israël, sans l'aide de l'Europe, il ne peut pas vivre tellement aux côtés de l'aide des États-Unis. Le commerce international entre l'Israël et l'Union européenne, c'est très, très, très important. Et c'est à l'Union européenne et aux États-Unis, aux États individuels de l'Union européenne peuvent imposer des sanctions contre les produits, les armements, ne pas exporter des armements à Israël qui est utilisé dans les crimes de guerre contre le peuple palestinien. C'est très important, les sanctions économiques, les sanctions d'éducation, les culturelles et dans tous les domaines sportifs ou bien autres. Très bien. Je me permettrai peut-être de poser une dernière question à Maître Gilles de Verne. Je rappelle que vous êtes avocat en charge du dossier palestinien au niveau de la Cour pénale internationale. Où en est, Monsieur Gilles de Verne, ce dossier au niveau de cette instance juridique? Alors, notre plainte datait du mois de novembre. Elle a été suivie après un délai un petit peu long d'une demande de mandat d'arrêt qui était le 20 mai. Donc, entre novembre et mai, je crois qu'il y avait assez d'informations. Le procureur nous a fait perdre du temps. Mais ensuite, la Cour doit se prononcer. Il lui faut à peu près un délai de 2 mois normalement, parce qu'il y avait quand même 5 demandes de mandat d'arrêt et une situation il faut rédiger, c'est un travail de rédaction. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Royaume-Uni, qui était alors dirigé par les conservateurs, a voulu une nouvelle fois tenter de bloquer l'action de la Palestine et a soulevé des exceptions de procédure. Bref, pour dire la Cour n'est pas compétente et la Palestine, c'est pas un État. Voilà. Donc, il nous ramenait bien en arrière, alors que on avait déjà progressé, mais juridiquement, c'était recevable. Et la Cour ne pouvait pas faire autre chose que d'abord répondre à la question sur la compétence et statuer sur les mandats d'arrêt ensuite. Donc, c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. Il y a eu un débat très important. Il y a 80 personnes qui ont participé, 80 personnes des groupes qui ont participé. Même les États-Unis ont déposé des mémoires en s'arc-boutant et ils nous montrent en fait par leur acharnement à quel point ce dont ils ont peur, c'est la compétence de la Cour et l'application du droit international. Parce que sur le fond, ils n'auront plus rien à dire. Voilà. Donc, à ce jour, on attend. Tout le monde pense que ça ne devrait plus beaucoup tarder, mais ça ne dépend que du fonctionnement de la Cour. Et on est évidemment prêt à amplifier le résultat s'il est bon et à faire appel s'il était mauvais. Très bien, Maître Gilles de Verne, avocat en charge du dossier palestinien auprès de la Cour pénale internationale. Nous avions également en direct avec nous Selman El Harfi, ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en parlais en titre, situation extrêmement tendue au Liban qui a vécu un véritable cauchemar ces derniers jours. Au moins 37 personnes sont mortes et près de 3000 autres ont été blessées à la suite de l'explosion d'équipements de communication. Le Hezbollah a réagi, soulignant que l'entité sioniste avait franchi une nouvelle ligne rouge. Narima Zekar. Détonation après détonation, beepers, talkie-walkie ou encore d'autres appareils électroniques. Les cyberattaques terroristes d'une dimension inédite menées par l'entité sioniste contre le Liban sèment le chaos ces dernières 48 heures. L'inquiétude et la méfiance gagnent la population. Les hôpitaux de la capitale sont submergés et le pays, en état d'alerte, dénonce une violation flagrante de la souveraineté nationale et un crime caractérisé contre les civils.
plongé dans l'effroi. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément alarmé par les vagues d'explosions perpétrées par l'entité sioniste. S'en est suivi une multitude de messages de condamnation de la part de la communauté internationale, à l'instar de l'Algérie, qui a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner les graves développements dans le pays. Ce jeudi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est finalement exprimé, indiquant, je cite, qu'Israël avait franchi toutes les lignes rouges. Des milliers de beepers ont été pris pour cible par l'ennemi israélien et ont explosé simultanément. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, violé toutes les lois et franchi toutes les lignes rouges. Il ne s'est soucié de rien, ni moralement, ni humainement, ni légalement. Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure. Et comme je l'ai dit dans mon discours, elle est sans précédent et fera l'objet d'un terrible châtiment et d'une juste riposte et rétribution, là où l'ennemi s'y attend et là où il ne s'y attend pas. Des attaques aveugles qui laissent paraître une intention volontaire de terroriser. Selon certains experts, cette opération est le prélude à une invasion sioniste et à une agression à grande échelle du Liban. Les forces d'occupation ont annoncé avoir opéré des manœuvres de troupes depuis la bande de Raza vers le nord, en direction de la ligne de front avec le Liban, une zone qui connaît des combats quotidiens depuis presque un an. La résistance libanaise assure tout de même que le front de soutien avec Raza continuera, malgré les agressions sionistes ayant dépassé toutes les règles et violé toutes les conventions. Force est de constater que la situation au Proche et Moyen-Orient avance sur des charbons ardents et n'a jamais été autant au bord de l'embrasement. Et de nombreuses victimes de ces explosions ont été transportées au centre médical de l'université américaine de Beyrouth. Les Libanais redoutent que leur pays ne se transforme en champ de bataille. Un beeper qui a été utilisé à l'université américaine vient d'être détonné par les forces de sécurité, comme vous l'avez entendu. Ce qui se passe au Liban pourrait être considéré comme la troisième phase qui a commencé avec la phase de Gaza et sa chute, suivie par la Cisjordanie. Il semble que les Israéliens cherchent à faire du front libanais le front principal de la deuxième année de la guerre israélo-arabe. Et certains blessés de ces attaques de l'entité sioniste ont été transportés en Iran. Le Croissant Rouge iranien a d'ailleurs évoqué un nombre important de blessés évacués par avion. L'opération de transport des blessés dans l'avion est terminée. Notre avion est presque plein. Nos collègues ont travaillé dur et ont enduré de nombreuses difficultés. Mais par la grâce de Dieu, à mon avis, nous effectuons le plus grand transport aérien de personnes blessées. Je prie pour que, si Dieu le veut, dans les 2 heures de vol qui nous séparent de Mehrabad, nos collègues soient en mesure de prendre soin des patients, de les amener en toute sécurité dans le pays et de les amener dans les hôpitaux. Et pendant ce temps, des personnes en deuil portaient les cercueils des personnes tuées dans ces explosions, notamment des membres du Hezbollah lors de funérailles dans la banlieue sud de Beyrouth. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, la France est toujours sans gouvernement. Plus de 3 mois après la dissolution du Parlement et 2 semaines après la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier. L'ancien président français François Hollande, lui, s'impatiente et fustige Emmanuel Macron. Safouane Sabri. Dernier jour de consultation pour Michel Barnier. Alors que l'enjeu est de taille, le nouveau Premier ministre a moins de 24 heures pour former un gouvernement, une tâche qui s'avère plus difficile que prévu. Aux dernières nouvelles,
Un accord aurait été trouvé entre plusieurs forces politiques pouvant former une coalition pour un gouvernement multipartisan qui regrouperait des partis de droite, du centre et du camp présidentiel, rejetant aux deux bords du champ politique l'extrême droite et le nouveau Front populaire. Pour l'ancien président de la République, François Hollande, l'heure est à l'urgence. L'immobilisme actuel est une preuve de dissension politique entre le président et son nouveau Premier ministre. Enfin, il vaudrait mieux quand même qu'il y ait un gouvernement. Alors pourquoi ça met autant de temps ? Le président de la République a déjà mis près de 2 mois pour désigner un Premier ministre. Là, ça fait déjà 15 jours. Je pense qu'il y a un problème à la fois de prise de responsabilité, puis un problème de cohérence politique. Si ça ne vient pas, c'est parce qu'il y a visiblement des dissensions politiques. La réunion de la dernière chance pourrait sauver la mise. Selon les dernières informations, un gouvernement de 38 ministres sera proposé à Macron, comprenant des personnalités du camp présidentiel, de diverses droites et du centre. D'aucuns tablent sur une éventuelle démission de Michel Barnier, si manque de soutien il y a, faisant de lui un Premier ministre éphémère. Dans l'actualité aussi, l'Ukraine risque d'avoir froid cet hiver après les destructions massives de centrales électriques. C'est l'alerte en tout cas lancée ce jeudi par l'Agence internationale de l'énergie qui s'inquiète aussi pour la Moldavie et appelle les nations occidentales à aider ces pays. Le 26 août, il y a quelques semaines à peine, une attaque majeure de la Russie a endommagé une grande partie des infrastructures énergétiques en Ukraine. La situation est donc très délicate maintenant, surtout à l'approche de l'hiver. Et même avant cette attaque, en raison des attaques précédentes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, les 2/3 de la capacité de production d'électricité de l'Ukraine avaient été perdus. Et transition toute faite pour parler climat. L'Organisation météorologique mondiale a souligné l'apport important des nouvelles technologies en matière d'adaptation au réchauffement climatique ayant enregistré de nouveaux records ces derniers mois. Iman Merad. L'Organisation météorologique mondiale tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme ce mercredi lors d'une conférence de presse. La secrétaire générale de l'OMM a déclaré que le monde était confronté à une probabilité de 2/3 d'un réchauffement de 3 degrés par rapport au niveau pré-industriel avant la fin du siècle, si les gouvernements n'accéléraient pas l'action climatique. Nous devons être beaucoup plus ambitieux. L'écart entre les aspirations et la réalité est évident. Avec les politiques actuelles, il y a 2/3 de chances que le réchauffement climatique atteigne 3 degrés au cours de ce siècle. Même au niveau actuel de réchauffement, nous observons des phénomènes météorologiques de plus en plus destructeurs, comme en témoignent les chaleurs extrêmes et les inondations que nous avons observées ces derniers mois. La crise climatique aggrave la crise des inégalités. Une fois de plus, nous sonnons l'alerte rouge pour la planète. Céleste Saulo a notamment souligné que le réchauffement climatique provoqué par la combustion des combustibles fossiles associé à l'émergence du phénomène climatique naturel El Niño avait propulsé le monde vers un territoire record en 2023. Les dernières données plus qu'alarmantes démontrent que les 8 premiers mois de l'année en cours ont été les plus chauds jamais enregistrés. The science is clear. We are far off track. Les données scientifiques sont claires, nous sommes loin d'atteindre les objectifs climatiques mondiaux. 2023 a été de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les principaux ensembles de données internationaux indiquent que les 8 premiers mois de 2024 sont également les plus chauds jamais enregistrés. Il y a 80% de chances que la température minimale à la surface de la planète dépasse temporairement 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, au moins une des 5 prochaines années civiles. L'Europe centrale est frappée par les inondations. Des dizaines de villes ont été dévastées. Au moins 19 personnes sont décédées et des centaines de blessés ont été enregistrés. Les rivières continuent de déborder en République tchèque. Le niveau du Danube est monté en Slovaquie et en Hongrie. Et certaines régions d'Autriche et du Royaume-Uni sont également inondées par les eaux de crue. Des dizaines de milliers de foyers tchèques et polonais sont à ce jour privés d'électricité et d'eau potable. Des inondations qualifiées d'historiques et bientôt fréquentes, voire annuelles à l'avenir, selon une responsable de la santé des catastrophes, du climat et des crises pour l'Europe à la AFICR.
Alors que les effets du changement climatique et des phénomènes météorologiques dangereux réduisent à néant les avancées en matière de développement et menacent les conditions de vie des populations, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pourraient, selon Céleste Saulo, offrir des pistes pour relancer l'action en faveur du climat. Céleste Saulo a insisté sur le fait que la technologie seule ne suffirait pas à résoudre le problème du changement climatique, exhortant tous les pays à partager leur expertise et leurs expériences lors du prochain sommet de l'avenir à New York, afin de garantir que les avantages de la science et de la technologie soient accessibles à tous. Et parlons sport sans transition, la Ligue des champions européenne dans sa nouvelle formule continue de captiver les fans avec des résultats contestés pour les équipes favorites, bien que la compétition suscite des avis mitigés sur le nouveau format de la Ligue des champions. Mohamed Wali Ben Chaban. Manchester City a débuté sa campagne européenne dans sa nouvelle formule avec un match nul frustrant face à l'Inter de Milan, 0-0. Pour cette rencontre d'ouverture, les Citizens se sont heurtés à une équipe italienne bien organisée qui a su résister à la domination des hommes de Pep Guardiola. Avec un pressing intelligent et une grande discipline tactique, les hommes de Simeone Inzaghi ont contenu les assauts mancuniens sans véritablement être mis en danger. Nous avons affronté une équipe très difficile et championne d'Italie ces 2 ou 3 dernières années. Une équipe de grande classe, physique, dans tous les départements, avec une bonne préparation, avec Sommer et Bastoni, tous les joueurs, à la transition, surtout en première mi-temps. Nous nous sommes aussi créés de très bonnes occasions. Carlos, Darmian, Mkhitaryan se sont tous créés de bonnes occasions. Tous ont eu de bonnes occasions de marquer un but. Mais nous avons eu un grand geste de la part du gardien. Et puis, il y a eu d'autres occasions. Le Borussia Dortmund a réussi son entrée en matière en s'imposant 3-0 face au FC Bruges pour son premier match de la LDC. Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre et les doutes concernant le niveau de jeu de l'équipe allemande. Le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel en entamant sa campagne en Ligue des Champions par une victoire in extremis contre Girona, 1-0. Luis Enrique vise une place parmi les 8 premiers des 36 équipes. Commencer par une victoire est important dans toute compétition, dans toute catégorie et à tout moment. Mais je ne me risque pas à évaluer si nous devons être parmi les 8 premiers, parmi les 24, car nous avons le pire calendrier, les 36 équipes. Le nouveau format de la Ligue des Champions divise les opinions. D'un côté, certains supporters expriment des inquiétudes, estimant que ce changement ajoute une pression excessive sur les joueurs, déjà confrontés à un calendrier surchargé. D'autres estiment que ce format, avec plus de rencontres entre les plus grands clubs européens, apportera un spectacle plus divertissant et excitant pour les fans. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.